Dans cette vidéo, je vais présenter les principes et les règles de l'héritage en Java. Les objectifs, ce sont présenter les principes de l'héritage, comment redéfinir les méthodes, qu'est-ce que le polymorphisme, les constructeurs et l'héritage, et le casting des objets de classe héritée. Et à la fin, donc, on va voir donc l'interférence entre le polymorphisme et le casting. Principe, c'est chaque fois que vous trouvez une expression de type 1b est un A, alors cette expression est transformée en un schéma d'héritage en disant que B hérite de A. Par exemple, un chat est un animal. Donc le chat, il hérite de la classe animal. La syntaxe, une classe B hérite étant une autre classe A, ce qu'on vient de définir, s'écrit de la façon suivante, classe B extends A. Toute classe en Java hérite implicitement de la classe Java Long Object. C'est la classe de base, elle se trouve dans le package de base du langage Java. Et toute classe, elle hérite implicitement de cette classe. Une classe n'hérite que d'une seule classe Java. La classe héritant s'appelle classe phi ou classe dérivée. Et la classe héritée s'appelle classe mère ou classe de base. Donc dans notre cas, A, c'est la classe de base ou classe mère. Et B, c'est la classe phi ou bien la classe dérivée de A. Classe object, c'est une classe directe de toute classe Java qui n'a pas de mère. Chaque fois que vous n'avez pas un schéma d'héritage, implicitement, votre classe, elle hérite de la classe object. Qu'est-ce qu'elle va hériter? Elle va hériter la méthode public string to string. C'est une fonction qui s'appelle toString qui retourne une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, ça représente des informations sur l'objet. Aussi, vous avez la fonction equals qui retourne un booléen et qui permet de comparer votre objet référencé par 10 avec un autre objet référencé par obj et vérifier s'ils sont identiques. Cette fonction est très utile et elle est utilisée déjà dans les algorithmes de recherche implémentés en Java qui sont déjà définis. On a une autre fonction de comparaison, c'est la fonction hashcode qui retourne un entier. C'est à vous de définir c'est quoi l'entier. Et aussi, elle est utilisée, cette fonction, elle est utilisée dans les algorithmes de recherche, dans des tables de hachage. Le constructeur. Si vous avez une classe phi, alors le constructeur de cette classe doit appeler le constructeur de la classe mère comme première instruction avec le mot-clé super. Exemple, vous avez la classe A, elle possède un attribut X, donc le constructeur de la classe A, il va utiliser un paramètre, ici on va l'appeler X, pour initialiser l'attribut X. Une classe phi de la classe A, elle va étendre la classe A, ça veut dire elle va hériter X, et elle va ajouter un autre attribut Y, donc le constructeur il reçoit deux paramètres maintenant, puisque la classe en réalité elle contient deux attributs, mais l'attribut X, il sera initialisé par le constructeur de la classe mère, qu'on va l'appeler par la référence super. Donc super, il fait référence à ce constructeur qui permet d'initialiser le X. Vous remarquez bien, si on est dans la même classe, si on a besoin d'un constructeur, on utilise la référence 10. Si on a besoin d'un constructeur de la classe mère, on utilise super. Et on initialise aussi Y. Donc l'initialisation de X se fait par le constructeur de la classe mère et tout ce qui est nouveau, il est initialisé dans cette classe. C'est la modularité, le principe de la modularité. On n'écrit pas le même code deux fois. Donc on essaie d'exploiter tout ce qui est déjà défini. Et voilà la classe B. La visibilité maintenant au niveau de l'héritage. Si vous avez un membre attribué aux méthodes qui est hérité, qui a la visibilité private, alors la classe phi, elle va l'hériter, mais elle ne peut pas l'utiliser directement. Donc elle doit passer encore une fois par les mutateurs et les accesseurs, les mutateurs. S'il est public, donc on peut l'utiliser même dans les classes phi. La redéfinition. La classe phi, elle peut redéfinir une méthode qui est héritée, pourvu qu'elle garde ou augmente la visibilité. S'il était par exemple private, on peut modifier la visibilité en public, en protected ou public. S'il était private déjà, donc on ne peut pas changer sa visibilité puisqu'on est au minimum. S'il est public,
qu'on ne peut pas réduire, mais s'il est privé, on peut augmenter la visibilité. Voilà. On garde le type de retour et les paramètres de cette méthode. Pour appeler l'ancienne définition de la méthode redéfinie, on utilise le mot-clé super. Donc lorsqu'on redéfinit, ça veut dire qu'on va remplacer l'ancien code. Mais si on veut ajouter du code, donc on a besoin de l'ancienne définition, en plus d'un nouveau code qui sera ajouté dans la méthode. Dans ce cas, on va appeler l'ancienne définition avec super. On va prendre un exemple. Par exemple, vous avez une méthode toString et on veut appeler toString de la classe mère. Donc, on va faire la redéfinition de toString, mais en utilisant l'ancienne définition. Dans ce cas, dans le corps de la méthode, de la nouvelle méthode toString, on fait un appel à super.toString. On ne peut pas redéfinir une méthode finale. Si vous avez dans une classe mère une méthode qui est indiquée comme finale, donc on ne peut pas la redéfinir et ce sera une erreur de compilation. Le polymorphisme, toute méthode redéfinie devient polymorphe. Ça veut dire que son résultat dépend de l'objet qui a fait appel. Donc on va prendre un exemple. Vous avez deux classes, chien et chat. Les deux, ils vont définir la méthode toString. Pour le chien, il va retourner je suis un chien. Pour le chat, il va retourner je suis un chat. Soit les deux objets, par exemple, je vais créer un chien avec la référence C1 et un chat avec la référence C2. Donc si j'appelle C1.toString, en réalité, je vais appeler C1 de la classe chien qui va renvoyer je suis un chien. C2.toString, on va appeler la même méthode mais qui est définie dans une autre classe, c'est la classe chat et qui retourne je suis un chat. Donc ce qui est apparent, c'est que c'est comme si nous sommes en train d'appeler la même méthode, mais en réalité chaque classe elle a défini sa propre méthode toString qui est redéfinie à partir de la classe object. Donc, on ne va pas utiliser celle d'object mais plutôt de la classe d'instanciation. Le casting implicite au niveau des constructeurs. On peut créer un objet en utilisant le constructeur d'une de ces classes phi. Exemple, vous avez une classe phi B qui étant la classe A. Dans ce cas, une référence de type A, elle peut utiliser le constructeur de la classe P qui est sa classe phi. L'objet créé de type B, celui-là, il est casté, on va changer son type et il aura maintenant le type A. Cet objet utilise les méthodes définies par la classe B qui ont des prototypes dans la classe A. On va créer un objet de type B, mais tout ce qu'on va utiliser, c'est seulement ce qui est défini dans la classe A. Donc tout ce qu'on a ajouté dans la classe phi, il sera ignoré. Maintenant, le casting implicite et explicite. On a les deux sens. Exemple, vous avez classe B extends A. Donc, le casting naturel, c'est que lorsqu'on crée un objet de type B, on peut le caster d'une façon naturelle vers le type de sa classe mère. L'autre sens, vous avez un objet de classe mère et on veut le caster vers une de ses filles. C'est pas évident. Dans ce cas, c'est à vous d'indiquer le typage et le casting explicite, c'est à vous d'exprimer le besoin de ceci. Ceci est très dangereux. Si l'objet que vous avez avec lequel on va pointer vers A n'est pas de type B, dans ce cas, la JVM elle va lancer une exception de type classCastException et dans ce cas, le programme s'arrête brusquement, on n'arrive pas à transformer l'objet pointé par A en un objet de type B. La solution, ça sera, on doit tester si la référence de A, elle pointe vers un objet de type B. Ceci peut être fait avec l'opérateur instance of. Et maintenant le code devient if A instance of B, ça veut dire si A, cette référence, elle pointe vers un objet de type B, dans ce cas on peut faire le casting. Maintenant on est sûr que A, lorsqu'elle est transformée en B, c'est sûr on va tomber sur un objet de type B. Maintenant l'agrégation, on a deux classes
classe chien extends animal et classe chat extends animal. Classe chien possède comme classe mère animal et chat aussi est un animal. Soit l'idée suivante, une personne possède un animal. Donc on va définir la classe personne qui a un attribut de type animal. Et dans ce cas, le constructeur de la classe personne, il doit recevoir un objet de type animal pour le stocker dans l'objet A, pour le référencer avec A. Maintenant, au niveau de l'appel, lorsqu'on veut créer une personne, normalement, dans le cas normal, chaque fois qu'on construit une personne, on doit fournir un animal. Mais puisque un chien est un animal, donc on peut écrire ceci. Personne P1 égale à new personne, entre parenthèses, new chien. Donc on va utiliser le chien en tant qu'animal. Et c'est déjà le cas, donc c'est naturel. Comme on peut créer une personne avec un objet une référence à un objet de type animal, et en réalité c'est un chat. Donc ce qui est intéressant maintenant dans l'héritage, c'est que si vous avez un paramètre d'un certain type, alors on peut accepter ce type et tout type qui dérive de ce type. Donc, et si personne a besoin d'un animal, en réalité il a besoin d'un animal, ou bien chien, ou bien chat, parce que tous ce sont des animaux. Ça c'est très intéressant et très utile en programmation. Aussi au niveau des tableaux, on a le même cas, chien extends animal, chat extends animal. On veut stocker des animaux, des chats et des chiens dans un même tableau. Si on déclare un tableau de type chien, on ne peut pas stocker des chats, puisqu'un chat n'est pas un chien, et vice versa. Ce qu'on peut faire, c'est déclarer un tableau d'animaux de type de classe mère, et maintenant on peut stocker dans ce tableau des chiens et des chats, et bien sûr des animaux. On peut créer TA de 2 égale à new animal. Donc on peut grouper maintenant, grâce à l'héritage, on peut grouper des objets avec un seul type qui soit commun. C'est le type de la classe mère. Tous les objets dans ce cas, ils sont stockés dans un même tableau et ils sont castés en animal. Ça veut dire qu'on doit les traiter en tant qu'animaux, quelle que soit leur création. Maintenant, si on va voir l'interférence entre polymorphisme et casting. On a la classe animal. Elle possède une méthode toString qui retourne je suis un animal. La classe chien, classe fille de animal et qui retourne je suis un chien. Et aussi chat extends animal qui retourne je suis un chat. Soit les objets suivants. Si on crée un animal avec la référence A1, on va créer un autre animal A2 mais avec le constructeur de la classe chien. Et A3 égale à new chat, ça veut dire on va construire un animal avec le constructeur de la classe chat. Si on appelle à un point toString, quel toString sera appelé? C'est le toString de l'objet qui est construit. C'est la classe animal, donc on aura je suis un animal. A2, lorsqu'on va appeler A2.toString, on va voir A2 comment il est construit. C'est un chien. Ça veut dire que toString, ça sera de la classe chien. Et dans ce cas, on retourne je suis un chien. A3 retourne je suis un chat, puisque A3 il est construit comme un chat, et toString il sera utilisé celle de la classe chat. Et si vous remarquez que quelle que soit la déclaration, c'est l'objet qui possède la vraie définition des méthodes qui sont stockées et utilisées par l'objet. À quoi sert la déclaration? C'est juste pour vérifier est-ce que l'objet animal il possède quelque chose qui s'appelle toString. Oui. Donc tous les animaux ils possèdent une méthode toString, mais chacun il peut proposer une définition différente de l'autre. Ceci est un polymorphisme, ça veut dire la même méthode, même si vous avez le même type d'objet, ça c'est un animal toString, animal toString, mais ça ne donne pas le même résultat. Donc elle s'adapte selon l'objet qui a fait l'appel. Voilà les principes de base de l'héritage. Donc le premier principe, c'est que lorsque vous trouvez dans une conception ou dans une spécification le terme un B est un A, donc il est transformé en un héritage, B hérite de A. Par la suite, les objets peuvent
hériter des éléments ou des membres et comme ils peuvent redéfinir d'autres. La visibilité elle est considérée. Le polymorphisme, c'est il faut que s'attendre à toutes les méthodes qui sont redéfinies. Ils vont changer de comportement à chaque appel. Tout ça, ça dépend du constructeur qui est utilisé et de l'objet qui est construit, non pas de la déclaration. Donc vous faites attention. A1, A2, A3, ils ont la même déclaration, mais au niveau de l'exécution, ils vont faire l'appel à la même méthode, mais ça ne donne pas le même résultat puisque les objets qui sont créés sont différents. L'objet il se comporte tel qu'il est créé, mais on doit l'appeler selon la déclaration et selon la limite qui est définie par la déclaration. Voilà la définition. Par la suite, je vais présenter quelques exercices et merci pour votre attention.